Ah ouais? Tu trouves ça beau? Bah ouais. Oh, c'est super. Il n'y a pas au-dessus. Très beau. Magnifique. Un peu humide, par froid. Moi, je ne voudrais pas habiter ailleurs. Hein. C'est tellement beau, tellement changeant. C'est vrai. Hein, rien que le ciel, c'est jamais pareil. C'est vraiment un tableau vivant, comme on dit. C'est absolument fabuleux. On peut rester des journées entières assis et il se passera toujours quelque chose. On a un spectacle permanent sous les yeux. Et la baie de Somme, c'est ça. La baie de Somme, d'abord, elle est pleine de gens sympas. Et le cheval, la Somme, les pêcheurs à pied, tout ça, c'est la baie de Somme. Et c'est formidable, justement, ça. Vous entendez quelque chose? Ah, ça c'est la baie, ça. C'est un paradis, voilà. On n'en connaît qu'une partie infime, mais il y a encore beaucoup de choses à explorer. La baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France, avec près de 7200 hectares. Sa très large ouverture vers la Manche, de plus de 5 km, offre, suivant les marées et les saisons, des paysages féeriques. 20 000 habitants peuplent 6 stations balnéaires et 3 ports sur 72 km de côte. Mais au-delà de ces chiffres, elle est considérée comme l'une des plus belles baies du monde. Et c'est vrai qu'ici, où que l'on porte son regard, on est fasciné par tant de beauté spectaculaire. Marcher au petit matin avec Pascal Lefebvre, un des jeunes chefs cuisiniers de la baie, donne la sensation de pénétrer un univers unique et préservé, un trésor. On va dire qu'on est dans l'entrée de la baie de Somme. On est dans le passage pour pouvoir aller rejoindre les pêcheurs. Saint-Valéry, le Cap Ornul, la pointe du Hourdel, qui est juste là-bas, et le Crotoy qui fait une légère avancée là dans la baie. Très joli village de pêcheurs. Ça, c'est quoi? C'est un champ de salicorne? Bah oui, c'est naturel, hein. La salicorne est le produit typique de la baie. Cette plante, qui pousse sur les sols riches en sel marin, accompagne parfaitement la cuisine locale. 200 tonnes sont récoltées chaque année ici, soit près de 90% de la production française. David pêche la salicorne depuis l'âge de 12 ans. Donc on dit quoi, pêcheur à la salicorne? Non, on est pêcheur à pied, quoi. Pêcheur à pied. Et là, en ce moment, c'est de la salicorne, donc on fait la salicorne. Ça dépend des saisons. Après, là, au début septembre, ça va être les coques. Et j'ai toujours travaillé qu'au couteau depuis que je suis petit. Ouais. J'ai toujours travaillé comme ça. Vous êtes né ici? Oui. Oui. On est du pays. Je pense que pour faire le métier qu'il fait, il faut être né dans la baie de Somme, il faut être né au Crotoy. Il faut avoir vu ses parents et grands-parents l'avoir fait. Oh, j'irai pas habiter autre part. Non. Non? Oh non, je suis bien ici. Dans le sud, là, au soleil? Oh non, j'irai pas du tout. Non. On est bien ici dans le C'est nord. le nord. Ouais, on est bien. Il y a combien de kilos, là? À peu près 90 kilos. Ah ouais? Ouais. Comme on dit, c'est une bonne corvée. Il a la ligne. Ouais, on est pas gros à ce métier là. Il peut manger, il n'y a pas de problème lui. Le Crotoy Saint-Valéry, la chance qu'on a, c'est que les gens viennent toute l'année. Il n'y a plus de période vraiment extrêmement creuse. Et ça nous permet, nous professionnels de la restauration et du coup professionnels de la pêche, d'équilibrer leur travail à l'année, quoi. C'est pas une mauvaise chose. Les salicornes permettent de conjuguer alimentation et bienfaits de la nature. Elle présente de nombreuses vertus. Faiblement calorique, riche en iode, elle est un concentré de vitamines et d'oligo-éléments. Aujourd'hui, Pascal les prépare comme des haricots verts. Excellent comme ça. Nous, dans notre métier, quand on cuisine déjà avec des produits de bonne qualité, la moitié du boulot, elle est faite. Dès qu'on assemble des bons produits, on se trompe pas. Excellent. La baie est un gigantesque espace naturel qui abrite la plus grande colonie française de phoques. Dans l'estuaire, on a recensé cette année 394 phoques veaux marins et 149 phoques gris. À chaque marée, des bancs de sable émergent dans divers endroits de la baie. Les phoques sortent alors de l'eau et se regroupent sur ces reposoirs. La baie de Somme devient alors le paradis de leur observation. Donc on va descendre avec l'estuaire, on va aller le plus loin possible, mais on va revenir avec la marée montante, donc avec de l'eau salée. Et pour les phoques, on aura l'occasion de les voir, alors soit sur les bancs de sable, soit dans l'eau. Par contre, sur les bancs de sable, on évite de s'en approcher trop pour ne pas les déranger. Et dans l'eau, ils peuvent venir très très près, hein. D'accord ?
C'est parti, donc on commence à pagayer. Les phoques, évidemment, mais aussi les centaines d'espèces d'oiseaux qui peuplent cette réserve, attirent 10 millions de touristes chaque année. Olivier est guide et travaille depuis une vingtaine d'années en baie de Somme. Il propose des sorties en kayak pour s'approcher des fameux phoques. Ça, c'est un phoque vaumarin, celui-ci. Si, il est sauvage. Mais il n'est pas craintif. Regardez à droite, vous en avez un autre qui nous suit. On voit bien celui-là. Hein. Juste en face de nous, il y a un phoque qui est posé en... Enfin, il est à moitié dans l'eau, à moitié sur les bancs de sable. Il est en train de faire... Il va faire la banane, en fait. Il soulève la queue et la tête. C'est pour rester un maximum hors de l'eau, pour produire un maximum de calories. Je venais quand j'étais enfant ici en vacances. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je suis venu, j'avais jamais vu de phoque. Ouais. J'étais venu gamin, j'ai jamais vu de phoque. Et moi, quand je suis arrivé ici, c'était 96. Il y en avait une trentaine. Ouais, ouais. Et là, maintenant, ils sont plus de 400. Ouais, 400-500 phoques. Les phoques sont une espèce protégée en France depuis 1972. L'association Picardie Nature s'est donné comme mission de les étudier et surtout de les protéger. Donc l'intérêt, c'est de protéger leur zone de repos. Donc s'il y a des kayaks qui s'y passent, ou des pirogues, ou bien des bateaux, ou des choses comme ça, on va pouvoir discuter avec les personnes et leur demander de passer assez loin du groupe de phoques pour ne pas perturber le groupe. En fait. Je pense que c'est le plus bel endroit du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des couleurs qui sont différentes et puis c'est un milieu qui est naturel, qui est magnifique et voilà, qu'il faut préserver par rapport aux espaces, aux espèces. Ouais. C'est mon quotidien. En fonction des tâches qu'ils ont sur le pelage, on peut identifier chaque individu. Et en faisant de la photo-identification, comme ça, on peut à long terme connaître la fidélisation au site. Et en travaillant avec d'autres sites, en fait, essayer de voir où bougent les animaux. Donc on a là dans les populations des animaux qui proviennent du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas. Voilà. Donc on sait que les animaux bougent sur la zone européenne en fait. La baie de Somme s'est transformée en maternité géante pour 58 bébés phoques cet été. Réserve, j'écoute. Vous voyez le mec qui est en contrebas sur votre gauche là? Il y a l'équipe Nord-Nord qui lui a déjà parlé et il n'est pas très réceptif. L'allaitement a lieu sur les bancs de sable pendant les 3 premières semaines. Et c'est une période à haut risque pour les petits. Non, le problème par rapport aux mises à l'eau, c'est que dans les groupes, il y a des couples mères-petits. Et quand ils partent à l'eau comme ça parce qu'ils ont peur d'une activité... discours, je les ai tous lus, je les ai tous entendus, pas de problème. Oui, mais je vous explique. Oh là là, et en tant que c'est ça. Parce que après... Dans les années 50, on les chassait encore. Ah. C'est quand même une espèce protégée. Je sais, donc on n'y a rien fait du tout. Non, je vous explique par rapport au dérangement. La problématique actuellement, c'est les séparations mère-jeune. Le petit va se séparer de sa mère, il y a longtemps que j'ai appris ça. Mais de toute façon, il y en a bien trop de phoques dans la baie. Après, voilà, vous me dites qu'il y en a trop par rapport à quoi? En Angleterre, il y en a 125 000. Ici, il y en a 500. C'est le conflit de la baie de Somme. Une guéguerre entre les associations de protection et le collectif anti-phoques, composé de marins-pêcheurs et de plaisanciers. Le collectif accuse les phoques de porter atteinte à la biodiversité et de détruire l'écosystème de la baie. 9, 10, donc il y en a une dizaine là. Hein, donc ici, il y en a encore aussi dans l'eau. Hein. Aujourd'hui, donc vous pouvez remarquer, il n'y a plus aucun pêcheur à la ligne, alors qu'il y a encore simplement 10 ans, il y en avait à peu près 200 par jour. Quoi. Le phoque gris mange 5% de son poids. S'il fait 250 kg, ça fait 12,5 kg par jour. Et donc il faudrait faire quoi alors pour vous? Il faut une régulation, donc il faut partir. Alors, régulation, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de prédateurs non plus, est-ce qu'on peut concevoir amener des orques? Il y a des orques qui sont arrivés maintenant à Dunkerque. Mais en attendant, il n'y a pas de prédateurs. Sélection naturelle, stérilisation, et à moyen terme, peut-être les orques. Mais ça, c'est un grand point d'interrogation. Donc il faut, nous, ce qu'on vit, c'est une cohabitation entre la présence des phoques et la pêche. On veut préserver ce qu'il y a, je dirais, des activités traditionnelles. Après, quand on voit aussi qu'on est capable de dépenser entre 3 et 6 000 euros pour soigner un phoque, bon, là c'est quand même exagéré, surtout donc dans la conjoncture actuelle, où au niveau de la population maritime, on voit aussi énormément de gens précaires. Les équipes vétérinaires de l'association Picardie Nature ont recueilli 17 bébés phoques retrouvés échoués cette année. Ils seront nourris et soignés ici, jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids de 35 kg.
Là, les jeunes seront assez forts pour se débrouiller seuls et seront relâchés dans la baie. Les femelles mettent bas à marée basse et elles allaitent pendant les marées basses. Et lorsqu'il y a des dérangements ou des choses comme ça, en fait, la mère peut partir à l'eau. Elle laisse le petit sur le banc de sable. Et du coup, le petit qui ne sait pas vraiment nager, au début, il va se laisser dériver avec le courant et ensuite il va se retrouver échoué sur la laisse de mer. À leur entrée dans la nurserie, les soigneurs se camouflent, ne parlent plus entre eux et ne communiquent pas avec les phoques. Moins ces bébés qui n'ont que quelques semaines s'habitueront à l'homme, mieux leur libération vers l'âge de 4-5 mois réussira. Le réseau ferré des bains de mer est né en 1887 avec les premiers développements du tourisme. La baie de Somme devient à la mode. Mais au début du XXe siècle, avec l'arrivée de l'automobile, ce chemin de fer tombe en désuétude. Et c'est en 1971 qu'une bande de fous furieux passionnés crée une association pour sauvegarder cette voie ferrée. Charles-Édouard et Maurice ont participé à la restauration de cette ligne historique. Collectionneur infatigable, Charles-Édouard a même installé un petit train dans son jardin. Il y a d'autres originaux, il y en a qui collectionnent des timbres, il y en a qui collectionnent des voitures. Ben, moi, j'ai installé un petit train, mais dans mon jardin. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Et puis ce sont des plaisirs simples, hein. Enfin simples. Quand même. Allez-y, rentrez. Aujourd'hui, Charles-Édouard dévoile sa collection de trains électriques aux jeunes de l'association. Il y en a un peu partout, hein, c'est pas très rangé. Maurice et Charles-Édouard ont transformé ce combat d'amateurs en succès touristique. Ça, c'est plein de nostalgie. En 71, notre première année, c'était un train qui faisait partie de ma vie. C'était un train que je voyais quand j'accompagnais mon père pour la chasse au canard. C'était dénué de toute entreprise commerciale. C'était émotionnel. Et puis pour montrer aux personnes comment on voyageait en 1900. Ce qui a fait son succès, ce qui a permis à ce réseau de survivre au XXe siècle, c'était bien sa fonction principale qui était d'emmener les gens sur le front de mer, aux stations balnéaires du Crotoy, de Saint-Valery et de Cailleux. Nous avons voulu donc préserver ce vestige du passé. Oui, mais c'est une sorte de musée, ça n'est pas un chemin de fer qui est destiné aux vrais voyageurs. C'est une sorte de musée. Ce train, on le prend quelque part, mais il ne mène nulle part. Hein, ce qui fait un petit peu naître son attrait. C'est très poétique, ça. C'est en quelque sorte très poétique. Vous, mademoiselle, que faites-vous? Eh bien, grâce à Virginie... C'est sa copine de l'époque. Vous savez conduire un train depuis longtemps, c'est difficile. Assurément, ça fait bientôt 11 ans que je suis en train. Ça va chauffer. Oui, elle déteste voir cette vidéo. Le train. Ouais, le train. J'en ai. Mais bon, ça nous rappelle en tout cas d'excellents moments. Ce qui est vraiment sympa, et ça c'est vraiment toute la baie de Somme qui est comme ça, c'est qu'en fait la préservation, il n'y a pas que le train qui a été préservé, il y a le site. C'est-à-dire le site de la gare du Crotoy, il est intact. L'image qu'on voit là, on vous refait la même aujourd'hui, au même endroit, rien n'a changé. « 15-07, prêt au départ. Ok, départ 15-07. La baie de Somme, c'est une des plus belles baies du monde, hein, c'est bien connu, hein, tout simplement parce qu'elle a la chance d'avoir été préservée par ses habitants et d'avoir renoncé à tous les attributs du modernisme. Donc pendant des années, ça a été un défaut. Maintenant, c'est devenu un atout puisqu'elle offre ce que beaucoup de littorales n'offrent plus. On a très peu bétonné. Hein, quand on va sur le front de mer de Saint-Valery, du Crotoy ou de Cailleux, on a pratiquement les perspectives qu'on avait dans les années 30. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Voilà. Terminus. Tout le monde descend.
Ici, c'est magique. C'est le royaume des saveurs. Donc c'est ouvert au public. Hein. Le chef Sébastien Porquet vient d'être élu jeune talent Picard 2015 par le guide Goemio. Chaque jour, il vient faire sa récolte à l'herbarium de Saint-Valery. Lieu unique et magique tenu par Nicole, qui sur 1700 m² cultive plus de 1000 espèces de plantes. Il y a plein de variétés de produits qui avaient un peu disparu. Ils ont un prunier Picard qui s'appelle le créquier. Ils ont les poires aussi qui sont origines de Picardie. Enfin, l'objectif, c'est de cultiver la tradition picarde, de conserver les produits. Immortel herbe à curry. Alors en fait, ça ne sert pas à faire du curry. Ça a simplement l'odeur et légèrement le goût du curry. Tout le monde connaît la coriandre. Et ben, la coriandre montée et en fleurs, c'est encore meilleur. Vous mettez ça sur une tomate mozzarella. La petite cueillette matinale. Beau panier. C'était un terrain à l'abandon et c'était l'ancien jardin de l'hôpital. Donc c'est dans l'esprit d'un jardin hospitalier qu'on a voulu recréer ce jardin, c'est-à-dire nourrir les malades, hein, donc les plantes alimentaires, les plantes condimentaires qui ont une grande importance, bien sûr les médicinales pour soigner. Ça ne pouvait faire qu'un jardin intéressant. Il n'est pas gâté par le temps. Non. Bah si, c'est le temps normand. Ouais, c'est vrai, et puis à la fête de la mer, il pleut souvent. Ah oui, c'est pas de chance. Et demain, ça c'est encore pire. Chaque année, à Saint-Valery, a lieu la fête de la mer qui rend hommage aux marins disparus en mer. C'est dommage qu'il y a cette pluie. C'est dommage la pluie. Ah oui. Ah oui, c'était prévu. Ça va pas, hier il faisait si beau, il aurait fallu modifier le calendrier. Oh là là. Attention. Attention. Une monde, regardez. Vas-y, rapproche un peu. Il manque Marie-Colette, hein, on le signale. Florent Boulanger est maraîcher bio. Cet ancien dessinateur industriel a tout envoyé balader il y a 4 ans pour se reconvertir dans le maraîchage. Fils et petit-fils d'agriculteurs, il aime cette terre sablonneuse à proximité de la mer, typique de la baie de Somme. Là, c'est des coquillages, c'est des coques. D'accord. C'est les plus gros cailloux qu'on a dans le terrain. C'est ça. Ce terrain assure un bon drainage de l'eau et permet aux légumes de pousser lentement. Cela leur donne un goût plus concentré, une saveur brute et authentique. Ça, c'est une tomate un peu plus ferme. Je déteste la tomate. Mais tu vois, il y a un truc bizarre. C'est que je déteste la tomate parce qu'elle n'a pas de goût. Celle-ci, on dirait un fruit. Tu vois, si tu veux me livrer des tomates vendredi, moi je lui avais dit, c'était un maximum travailler tous ces produits, le maximum qu'il puisse. Après, forcément, il y a des aléas de météo. En ce moment, il envahit le mulot. Comme il ne peut pas traiter, c'est une autre technique. Ouais, il a trouvé la principale cible. Par contre, t'abîmes pas mes salades, s'il te plaît. Je peux pas tout lui demander. Hein. La vengeance. Le microclimat océanique de la baie, avec une douceur été comme hiver, en fait un lieu idéal pour la culture des légumes. Moi, tu vois, j'ai envie de dire que un plat, une identité, un bonhomme, quoi. Et derrière ce bonhomme, ok, moi j'ai mis ma patte, mais avant tout, il y avait un mec qui m'a permis de faire ce plat. En fait, au final, on a une région qui est quand même assez riche. Enfin, c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Moi, j'étais à l'école hôtelière. Quand on me disait mais qu'est-ce qu'il y a en Picardie comme spécialité, je savais pas quoi répondre. Que maintenant, avec une certaine maturité, une certaine recherche, j'en ai trop à dire, quoi. Il y a 20 ans, ouvrait l'hôtel devenu mythique de la baie de Somme. Cette maison du Crotoy, découverte à l'abandon par 5 amis, est devenue une sorte de maison de famille unique en son genre et toujours bondée. Les 5 amis du début sont devenus aujourd'hui 120 et développent, agrandissent ce lieu d'où l'on peut admirer ça. C'est un des plus beaux endroits au monde, je pense qu'on peut le dire. Il y a toujours quelque chose à regarder où on peut poser son œil. Et qu'on soit heureux ou malheureux, ou qu'on se sent seul, on a toujours cette impression d'être nourri par quelque chose. C'est vraiment ça, la baie. Roland Moitrel est éleveur d'agneaux de Pré-Salé et exploite la ferme familiale dans laquelle il est né. On touche bon au niveau des dates?
Sur le modèle de la transhumance en montagne, Roland fait pâturer ses bêtes toute la journée dans la baie en fonction des marées. Et ce sont les herbes de la baie qui donnent à l'agneau ce gras persillé, ce léger goût de sel de mer et cette couleur plus rouge. Voilà là-bas. Voilà là-bas. Ok. Oui. C'est au chien que vous parlez ou au mouton? Au mouton, je l'appelle. L'agneau de Pré-Salé bénéficie d'une AOP selon un cahier des charges strict. L'agnellage a lieu en hiver et l'agneau doit rester 60 jours sous la mer, puis pâturer pendant 75 jours, d'avril à novembre. Je vais poser une question de citadine. Il y en a pour lequel vous attachez? Oh, j'en ai eu. Si de temps en temps, il y a une bête. Oui? Ah oui, quand même. Soit qu'elle suit, elle est habituée, elle suit bien, on d'accord. Elle mène le troupeau. Ah oui? Et donc, c'est ceux-là qui vont, malheureusement, qui sont sélectionnés pour l'abattage cette semaine. C'est malheureux pour les agneaux, mais tant mieux pour nous. C'est bon pour l'assiette. C'est bon pour l'assiette. Voilà. Il est rare et sa production est ultra artisanale. 1800 agneaux seulement sont vendus tous les ans. Il n'y a pas que ça comme produit local dans la région, mais ça fait partie, c'est quand même le produit le plus demandé en local, l'agneau de Pré-Salé. Il y a des gens, ils rentrent, ils ne regardent même pas la carte du restaurant, ils viennent pour manger de l'agneau de Pré-Salé. Il y a des gens, des fois, qui craignent le goût de l'agneau, ce côté un peu fort, qu'on peut retrouver par exemple dans un gibier. Le fait qu'elle soit persillée, voilà, ça reste très doux à manger. Et surtout, la viande est hyper tendre, quoi. Il est bien tendre. Visiter la baie, c'est d'abord découvrir un terroir riche en produits. Le littoral picard offre de bonnes conditions pour l'exploitation des moules, étant donné la forte amplitude des marées. Toute la famille de la Bille travaille les moules de bouchot élevés sur pieux. Le pieu, c'est un bouchot. Là, c'est des bébés. Là, c'est ça qu'on a reçu. On a mis une corde autour du pieu. Là, on attend que le piquet soit bien noir. Vous voyez, ça, la corde, là, on va presque plus la voir. Et puis après, on va mettre un filet. Ils produisent environ 500 tonnes de moules par an et sont l'un des plus gros producteurs de la baie. On est fiers de s'être agrandi, puis d'être comme on est maintenant. On en est fiers. Enfin, moi, j'en suis fière, quoi. Bon, on a commencé avec 600 pieux, hein. On en a 14 000. Hein. Le goût de cette moule résulte d'une mer vive et d'un bon ensoleillement. Les eaux plus brassées qu'ailleurs donnent accès à plus de nutriments à la moule. Chaque année, entre 2000 et 2500 tonnes de moules de bouchot sont produites dans cette baie. Les moules de la Belle Somme, le goût, c'est qu'elles sont iodées. Les nôtres, elles sont bonnes. Moi, j'aime mes moules. Les moules de bouchot, j'aime les moules de bouchot. Mais ailleurs, elles sont bonnes aussi. Mais elles n'ont pas le même goût. C'est plus fade. Et même des fois, bon, tout le monde rigole quand je dis ça, elles ont un petit goût de noisette. Ben, moi, c'est ce qu'elles me donnent. Et puis un petit peu sucré. Moi, j'ai goûté de la Mont-Saint-Michel, tout ça. Pas mauvaise, mais c'est pas les nôtres. C'est pas les nôtres. Moi, j'aime mon métier. Ouais. Vous aimez les moules? Ouais. Un vrai délice. Vous les avez choisis ceux-là ou... Non, non. En vrai comme ça? Non, Toujours de la belle marchandise, moi, regarde. Je vais arrêter de me vanter parce que... Dominique ouvre son escargotière en 1998. Il produit entre 200 000 et 250 000 escargots gris chaque année. vous voyez, ils s'embrassent là. Et puis ici, c'est des escargots qui pondent. Regardez le chapelet que ça fait. Ces escargots mettent 5 mois à atteindre leur taille de commercialisation. La saison de la cueillette se déroule en octobre et novembre. Oui, on dit qu'on cueille, parce qu'on entend bien. Parce qu'ils sont bien secs, c'est comme ça qu'ils sont déjà à moitié ils sont en léthargie, là, comme maintenant. C'est un prélude à libération, quoi. Une table comme ça, moi, j'arrive à en faire une dans la journée. Ça fait 15 000 escargots, là. Mais c'est sûr que celui-ci, il a le goût des escargots de la baie de Somme. Parce qu'un escargot, c'est comme ça. Il prend le goût de son terroir, il prend le goût de ce qu'il mange. Et le céréales auquel je donne, c'est un minotier de la région aussi. Donc c'est local toujours. C'est sûr que les escargots du Marcanterre n'auront pas le même goût que les escargots de la Normandie. Et il y a des chefs cuisiniers qui le voient. Dominique prépare ses escargots lui-même et les vend cuits.
Après 6 mois en vacances dans les parcs d'élevage du Marcanterre, ils finissent comme ça, les pauvres. Le moment cocasse, dernière étape de la préparation des escargots, c'est le passage par la machine à laver le linge. Cette méthode de rinçage a été inventée par Dominique. Et voilà. Dès qu'ils sont été rincés 4 fois, on va les essorer. Oui, ils n'ont pas été abîmés du tout, ils sont bien... Depuis 2010, on trouve même du safran en baie de Somme. Dans cette ferme, la récolte de 2014 a été de 80 000 fleurs, soit environ 500 grammes de safran. Là, on va aller dans les planches où il y a le plus de fleurs, en fait. Ce sera plus simple pour vous, puis je vais vous montrer comment on les cueille. On pince comme ça. Et on tire dessus, mais on a coupé déjà avant, en fait. Et donc, ils se plaisent en baie de Somme. Apparemment, oui. La cueillette a lieu de début octobre à début décembre, mais chaque jour, il faut aller vite, car la fleur et son pistil n'ont une durée de vie que de 24 heures. Vous lavez les mains avant d'émonder pour hygiène, voilà. Donc on coupe au niveau entre le rouge et le jaune. Voilà, et on fait ça pour chaque fleur. Voilà. Et on le met dans le petit bol après. Donc 5 grammes de fleurs fraîches, ça donne 1 gramme de safran sec. Donc entre 150 et 200 fleurs. Ah ouais, c'est pas fait pour moi ça. Ouais. Moi je suis un brutal là. Je le trouve meilleur. C'est vrai que c'est pas parce que c'est un safran de la baie de Somme, mais il a quand même des qualités assez... Si, complètement, il faut, mais c'est vrai que c'est... Carrément. Normalement, on a un tableau... Oui, c'est le chauvin ça. Et maintenant, je vais voir différemment mes grammes quand j'arrive au restaurant. Hein. Voilà. Il n'y a rien de tel. Et bien qu'on est généreux, là, des fois, je dis attendez. C'est joli, on va en mettre un peu plus. Donc ça, c'est combien de semaines de travail? Là, il y a 15 jours à peu près. D'accord. Ouais, à peine. D'accord, ouais. Celle-là, c'est déjà séché. Il est séché, celui-là. Là, ici, ouais. Il y a quoi? 100 grammes? Il y avait à peu près au moins 200 grammes. Hein. Mais là, j'en ai déjà enlevé une partie pour les restaurateurs qui vont partir avec. Donc ça, c'est le produit le plus cher au monde, en fait? Oui, entre 30 000 et 40 000 euros kilo dans le monde. Ouais. Seul dans sa cuisine alors le chef? Ouais, le soir c'est mon rituel. C'est moi souvent qui fais les amuse-bouches. Des fois je laisse mon second mais il est pas là. Nouveau produit. Donc le producteur est venu manger il y a 3 jours et il m'a ramené son produit pour que je le goûte. C'est artisanal, c'est ses truites, il sait comment les a élevées. Il n'y a rien de compliqué, on a une petite crème de chou-fleur donc on en a à la carte. On essaye de rentabiliser un maximum en utilisant les produits et ça c'est les pots de topinambour ça. Puis après, on va mettre une petite poudre de noix et ce sera très bien pour ces messieurs-dames de ce soir. Donc ça, c'est la merveille au safran. Donc là, elle est en base surgelée parce que forcément, elle est fait prendre au dur et elle va redevenir mousse à la fin du repas au moment où la personne va le consommer. Et ce sera une mousse. Et il n'y a que du safran, rien d'autre. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de diversité. Et c'est vrai que nous, on a un fermier qui fait du chèvre, ensuite on a un maraîcher dans le coin, on en a d'autres aussi. Il y a des gens qui font des carottes de sable. Il y a des gens qui font la Juliette des sables, donc la pomme de terre qui est bien connue. Il y a quelqu'un qui fait du foie gras. Il y a quelqu'un qui fait du foie gras en baie de Somme, quoi. En fait, c'est un patrimoine assez riche. C'est ça, en fait. Le matin, Sébastien vient découvrir la pêche du jour. La poissonnerie de son ami Alain est juste à côté de son restaurant. Je suis pas de bonne humeur. Les Delaby sont une famille de pêcheurs depuis 8 générations. Alain, le père, a commencé à naviguer à l'âge de 14 ans. Avec son fils aîné, Jean-Joseph, ils ont 2 bateaux et vendent leurs poissons à Saint-Valery. Pierre-Alain, son deuxième fils, vient d'ouvrir un coin traiteur-restaurant collé à la poissonnerie. Sa mère l'aide en cuisine. On a connu que ça. Moi, la conseillère d'orientation, c'était pas la peine
qu'elle me demande ce que je voulais faire. Quoi. Ah non, à 10 ans, ou même avant, de toute façon. J'allais pêcher les crevettes à 7-8 ans, tout seul. Je connais que ça. Quoi. Dans les années 70, environ 40 chalutiers étaient amarrés au port du Hourdel. Il n'en reste aujourd'hui qu'une dizaine à cause de l'ensablement de la baie. Les autres bateaux partent du Tréport, à quelques kilomètres de là, comme ceux de Jean-Joseph et de son père Alain. Elle est plus rapide que nous, il nous sème. C'est papa ou vous là-bas? C'est ça, ouais. Je le laisse prendre un peu d'avance. On cible aussi les poissons pour la poissonnerie. Pour avoir du choix sur l'étal, il faut 1 ou 2 bateaux, ça fait 3, 6, 7 membres d'équipage, des personnes qui vendent à terre. Faut que ça tourne. Hein. Et les bateaux de notre taille, clairement, si on n'a pas la vente directe, ça serait beaucoup plus dur. Hein. C'est mieux que rien. Bah, tout ça, ça va être vendu, c'est sûr. Ouais. On en aura pas assez. C'est beau, vu de la mer. Moi? Moi? Ça arrive bien, moi. Bah oui. Vous êtes bien ici? Oui. Il n'y a pas photo. Maintenant, vous vous réveillez, vous regardez ça. Faudrait être difficile pour pas aimer. Hein. Les gabillons filés. Ouais. Ça, je te le fais? Je le fais. Je te prépare. Faut être plus proche du producteur que ça. Alors c'est maman la connue? Ouais. C'est maman la petite main. Maman, heureuse d'être là. Ouais. Quelque part, se mettre en valeur, je pense au maximum, les poissons qui ne sont pas retenus en criée, qui n'ont pas une grande valeur de criée. Donc nous, on essaie de les valoriser. Autrefois, en baie de Somme, la pêche à la crevette se faisait sur les plages, à l'aide d'un pousseux, une grande épuisette que le pêcheur à pied pousse devant lui. Aujourd'hui, cette pêche traditionnelle est devenue un loisir. C'est presque le repos du guerrier. Après 12 heures de mer et d'enfer de bruit sur un bateau, là on revient aux gestes ancestraux, on se détend et en plus on prend sa pitance. Formidable. On est vraiment attaché à l'estran, on essaie d'avoir le moins d'impact possible pour la ressource, de tirer profit sans détruire. C'est certain qu'à partir du moment où on pêche, on détruit. Il suffit de détruire intelligemment et de ne pas trop avoir un impact important. Quoi. Voilà. Donc là, ça c'est zéro énergie et que du bonheur. Mon grand-père, avant que la pêche soit aussi florissante, gagnait sa vie en allant au pousseux le matin et le soir. C'était les pêcheurs à pied. Aujourd'hui, ça a disparu cette activité. C'est uniquement ludique pour nous détendre. Là, les gens font du yoga. Et nous, on va au pousseux. La pêche est maigre, mais bon, elle est suffisante. Un bon kilo, ouais. Et puis, elle est quand même relativement belle, quoi. Voilà. Dès qu'on a un petit moment, c'est vrai qu'on profite de la baie. C'est aussi le cadre de vie qui est très intéressant aussi, quoi. Denis Leroy et son père Jean-Marie sont chasseurs et originaires de la baie de Somme. Pascal les accompagne régulièrement pour passer la nuit dans leur hutte flottante, un véritable sport local. On voit rien du tout, mais il y a 158 huttes, mares et huttes. Dans 4 minutes, là, on va être coupé du monde, on va être dans une autre planète. On est au calme dans la baie, il n'y a que nous et la nature qui seront là dans les Molières, un peu plus loin là-bas. Ça reste une tradition qui est enseignée de père en fils ici. C'est le cas de Denis et de Jean-Marie.
Les chasseurs se cachent à l'intérieur des huttes qui bougent au gré de la montée et de la descente des eaux pendant les marées. Les chasseurs accrochent à l'extérieur des cages remplies de canards colverts qui, grâce à leur chant, appâtent et rassurent le gibier de passage. Ces canards domestiques sont surnommés appelants. C'est mes petits bébés, ça. J'ai fait un calcul, tu sais à combien je suis arrivé? Parce que j'ai tous mes livres. Ça fait 50 ans que je viens. J'ai entre 3005 et 4000 nuits ici. Le plus que j'ai fait dans une saison sur 7 mois, j'ai fait 92 nuits. C'est-à-dire 3 mois à la hutte et 4 mois avec ma femme à la maison. Mais bon, on y est tellement bien. Vous entendez quelque chose? Ah, ça c'est la baie, ça. Ça n'a pas de prix, ça. C'est vrai que c'est une passion qu'on vit un peu tous les jours. Hein. La journée, c'est le boulot. Le soir, quand on rentre, on court pour attraper ses gibiers. On file à la hutte. Puis souvent, le matin, on se renvoie avant la volée, de nuit, pour pouvoir aller bosser. Quand on a bien profité, la fatigue, elle passe au-dessus. Après, on s'en fiche un peu. Les chasseurs placent en plus dans les alentours de la hutte des blettes, qui sont des sculptures représentant des oiseaux et qui, elles aussi, leurrent le gibier. C'est quelque chose. Regarde bien sur la droite, Pascal, si tu veux. Imagine. Tu es là, ouais. T'es prêt? T'es prêt? 1, 2. Tu là? Non, ça c'est bon, tu peux couper. C'est pas des huttes où on fait des tableaux extraordinaires à chaque fois, quoi, à chaque partie de chasse, quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est la loi de la chasse, ça. L'essentiel, c'est d'avoir passé un bon moment entre amis. Jean-Michel Leca est un chasseur photographique, mais il doit gagner chaque photo à la sueur de son front. Il doit commencer par placer des blettes, ces blettes, des canards en bois qu'il a sculptés, pour attirer le gibier d'eau. Puis il creuse un trou dans la baie et s'enterre. Ensuite, il guette sa proie pour la photographier. Il y a du monde un peu partout, donc trouver l'endroit calme où les oiseaux vont pouvoir se reposer, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus facile aujourd'hui. Ouais, on va aller en direction des deux bouées, on voit 2 points au loin là-bas. On va tenter là-bas. Ici, on a un petit crabe. Eux, les oiseaux les repèrent sans difficulté. Ici, la table est mise en permanence. Hein. On ne fait pas un pas sans marcher sur quelque chose de vivant quand on est dans la baie de Somme. Donc là, c'est une place sympa. Et puis on a un joli paysage là au niveau de l'eau. Même ici, on n'est pas peinard. Ils font chier. En baie de Somme, il faut même un CAP de terrassier pour faire de la photo animalière. Là, j'ai absolument rien inventé. J'utilise la technique que je tiens d'un ami chasseur ici en baie de Somme qui m'a tout appris et qui a été utilisé par son grand-père, par son arrière-grand-père, etc., quoi. Ils ont tous des attitudes différentes et ça fait plus naturel pour les oiseaux. C'est un peu ma fétiche, celle-là. Elle doit avoir une attitude particulièrement sexy pour un tadorne. Et c'est autour de celle-là que les tadornes viennent parader au printemps. Moi, je n'y trouve rien de particulier, mais... On peut revenir à Bredouille, mais bon, on a toujours un spectacle merveilleux. Regardez le ciel plombé là derrière, dans les oiseaux éclairés par le soleil. Et voilà quoi, à chaque fois j'observe des choses intéressantes. Ouais. Allez, pose-toi, voilà.
va se dépêcher de partir parce que là, avec le grain qui est en train de monter, ce qu'on voit là-bas sur l'horizon, si on la termine au sec, on aura beaucoup de chance celle-là. Jules Verne, Colette, Toulouse-Lautrec ou Edgar Degas sont tombés amoureux de la baie de Somme. Les artistes de toutes les époques ont été fascinés depuis longtemps par cet endroit spectaculaire. Et aujourd'hui encore, on vient du monde entier pour l'admirer, la peindre, la raconter ou la photographier. Pippa est une peintre anglaise. Venue en vacances il y a 14 ans, elle a eu le coup de foudre et n'a plus jamais quitté sa baie. Ici on est servi alors avec la brume, le nuage, la pluie. Oui. Et la baie de Somme, c'est si gris que ça? C'est vrai. Je suis allée hier. Là, c'est une photo. C'est pas noir et blanc. Là, c'est la photo colorée. C'est ça la baie de Somme. Oui. Et j'ai fait ça du croquis, mais j'ai aussi fait la photo. Mais Jules Verne dit souvent gris, jamais triste. C'est vrai? C'est vrai. Oh oui, c'est souvent gris. Je cherche le gris. C'est le brume, il diffuse la lumière. Donc, le ciel, il porte la lumière. Et c'est pourquoi, particulièrement, c'est pourquoi je l'aime. Chaque chambre, il a un tableau à moi. Oui, là vraiment, voilà, la chambre 21, hop, la baie. Donc vous ouvrez, et puis vous avez le même tableau vivant qui est là. La première fois, j'ai vu la vue comme ça. Nous arrivons la nuit, et c'est seulement le matin quand j'ai ouvert les rideaux. Et je fais la même vue depuis 15 ans maintenant. Il y a les jeunes qui aiment les trains, mais il y a les autres jeunes qui sont obsédés avec la vue. La vue. De la baie. La première fois qu'elle est venue, elle est descendue le lendemain au petit déjeuner, c'était en plein hiver, et elle me dit, vous faites des expositions? Donc je lui dis oui, mais bon. Et elle me dit, je veux exposer chez vous. Et alors je dis, ben, montrez-moi des croquis. Elle va dans sa voiture, mais à ce moment-là, elle n'avait pas de la baie. C'était, tu te rappelles, puis c'était des croquis de fruits et tout ça. Ah, c'est vrai? Oui, oui, donc des choses qu'elle peignait en Angleterre. Et tout de suite, j'ai aimé évidemment ce que je sentais, voilà, la lumière dans sa peinture. C'était vraiment l'intérêt de la lumière qui était intéressant. Et donc je lui dis ok, elle m'a dit mais moi je peins d'après nature, donc pas d'après photo, donc je dois être sur place, donc essayer de me trouver un petit logement pendant l'été. Et donc on lui a trouvé un petit appartement minuscule à Saint-Valéry, tu te rappelles? Et tous les jours elle venait et elle montait, elle avait la clé de la terrasse, qui normalement on ne peut pas y accéder par sécurité. Et donc elle a peint tous les jours pendant 2 mois, tous les jours, qu'il ventait, qu'il pleuvait. Et alors elle est très discrète, elle descendait de temps en temps boire un petit café. Et donc il y avait des immenses tableaux d'elle dans toutes les pièces. Et on ne savait plus, c'était extraordinaire. Les gens regardaient dehors la baie et à l'intérieur ces tableaux. Et ils disaient mais où on est? On ne sait pas si on est in ou out. Hein, tu te rappelles ça? Oui. Et en quelques jours, tout s'est vendu. Et elle a dit maintenant je viens vivre ici. Hein, et alors elle a appelé son mari, elle a dit il faut qu'on déménage. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Le parc du Marcanterre est un parc ornithologique inclus dans la réserve naturelle de la baie de Somme. Halte de migration pour des milliers d'oiseaux entre la Sibérie et l'Afrique du Nord-Ouest, il a été créé en 1973. Ce genre de photos, même si d'un point de vue photographique, c'est pas très intéressant, par contre, moi, ça me permet de voir vraiment comment sont articulés les oiseaux, comment ils sont faits, etc. Et de pouvoir après m'en inspirer pour les sculptures. Ces vols là qui nous font une petite promenade matinale. Ils ont besoin de se dégourdir les ailes tous les matins, les vanneaux. Là, c'est vraiment des moments magnifiques. Le parc s'étend sur 200 hectares et accueille 200 espèces d'oiseaux de passage chaque année. On le voit, il y a énormément d'oiseaux. Là, il y a pas loin de 700 canards pilés, sans compter les autres espèces. Ben, c'est une zone de repos, de tranquillité. Les espèces vont pouvoir se reposer en migration, trouver des zones de refuge en hivernage. Et pourquoi? Ben, parce que c'est tranquille, c'est-à-dire que là, les oiseaux ne nous voient pas. On est sur des chemins cachés.
On est dans des observatoires. Là, si on sort, il n'y a plus d'oiseaux du tout. Et puis la baie de Somme qui est juste à côté, où on va dire il y a vraiment énormément de nourriture pour beaucoup d'espèces qui stationnent dans le parc pour se reposer. En fait. Ça montre l'importance de préserver également l'estuaire, parce que là, il y a des espèces qu'on voit pour qui le parc du Marcanterre et la baie de Somme sont primordiales en hivernage ou en reproduction aujourd'hui. Depuis l'ouverture, 315 espèces d'oiseaux sauvages ont été observées ici. Dès qu'ils sont sur la réserve, les oiseaux sont protégés. Les objectifs du parc sont la protection du site et des espèces, la connaissance scientifique et le partage de ce savoir avec le public. Ça sent. Ça sent. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'observation au quotidien fait qu'après, on peut comparer et puis voir des évolutions de répartition, des dates de passage, à mettre en relation avec des phénomènes, éventuellement le changement climatique dont on parle. En observant les oiseaux, ça peut donner une lecture de ce genre de phénomène. Donc là, il y en a à peu près un peu plus de 3000. François Couplan est le spécialiste mondial des utilisations traditionnelles des plantes sauvages. Cet ethnobotaniste enseigne sous forme de stages pratiques sur le terrain. À sa formation scientifique, il joint une expérience approfondie de la vie au sein de la nature. L'association des chefs cuisiniers de la baie de Somme s'apprête à découvrir leur environnement sous un angle nouveau. Exploration de l'écosystème, ramassage des plantes sauvages comestibles et préparation d'un repas de la nature. On va y aller, hein. L'idée ça va être de partir sur le terrain, d'aller explorer 2 ou 3 coins. D'abord de rencontrer les plantes, parce que les plantes pour moi ça se rencontre. Les plantes c'est des êtres vivants, des choses qui existent, qui vivent, avec lesquelles on peut développer une relation, et ça en soi déjà je trouve ça non seulement passionnant mais même carrément indispensable. Goûtez une feuille là. Goûtez une petite feuille. Ouais. Ça fait un peu radis. Très fort. Radis noir, ouais. Au début, on a l'impression d'avoir une feuille d'estragon. Ah ouais, du radis. Regarde, il l'a dit. C'est de l'estragon piquant. Ah bon, d'accord. Ça, mais c'est hyper intéressant. Hein. Ah ouais. Plante, mauvaise herbe. Les gens, ils arrachent ça, ils balancent du Roundup dessus. Toutes ces vases, elles recèlent une flore qui est absolument remarquable, avec des plantes qui se sont adaptées à vivre dans le sel. Et du coup, elles poussent. Il y en a plein. Donc c'est hyper facile à ramasser. Et puis c'est bon. Et puis j'aime bien ce qu'on fait ensemble. Ici, carottes sauvages, c'est sûr. Une petite baie, un petit peu acidulée, c'est assez marrant, oui. Le problème, c'est que chaque fois que j'en récolte, je les mange. Ah oui, ça c'est un problème. Si on faut pour demain le buffet, bah oui, c'est con. on est entre guillemets mal barré. Bah oui, c'est ça. Il y a une diversité quand même assez sympa. Hein. Faut monter au 4e. Ok. Vous vous souvenez de cette plante? Ça s'appelle le plantain. Donc une odeur de champignon, une texture un petit peu ferme. Et on retrouve ce goût de champignon avec une petite amertume. Menthe, pompon, chocolat, moelleux chocolat Tennessee, sorbet potimarron arbousier. On va faire une sauce pour le canard avec les mûres sauvages, le mélilo qui va parfumer la sauce. Sorbet à l'épière. Donc le sorbet qui aura le goût de champignon. Donc ça risque de surprendre un peu de monde, mais c'est l'intérêt. Je vais faire une noisette de porcelet, donc cuite sous vide en basse température, avec de la roquette sauvage et du cresson à l'éloin. D'accord, ça va donner quoi comme goût? Ah bah justement, ça va être la surprise, on vous le dira plus tard. On sait pas encore, mais ça va être bon. Je vais pouvoir un petit peu m'élargir un petit peu l'esprit culinaire et aller chercher un peu des plantes dans les marais et les sous-bois, parce que c'est chose que j'aurais jamais fait avant ce stage et cette formation. Voilà, au lieu d'aller à la chasse au gibier, on ira à la cueillette, voilà. Une autre façon de chasser, mais qui est aussi intéressante. Vous goûtez, si c'est bon, vous le dites, ça fera plaisir à tout le monde, parce qu'on a préparé tout ça ensemble. Si vous trouvez que c'est pas bon, vous le dites aussi, parce que c'est comme ça.
Ah, c'est assez surprenant, ouais. Très frais. Là, il y a eu un beau travail de fait. Délicieux. Très bon. Vous êtes surpris? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on est surpris dans les parfums, mais non, parce qu'on sait qu'avec ces produits de la baie de Somme, on peut faire du travail extraordinaire en cuisine, en fait. Voilà. La précieuse baie de Somme, avec ses paysages exceptionnels, fragiles et protégés, a gardé son visage d'antan. Ses habitants ont réussi à lui faire traverser les évolutions de notre monde moderne sans emporter les stigmates. Elle est restée quasi comme on l'aurait découverte il y a un siècle, à un détail près, les phoques qui peuplent maintenant la baie. Les 17 bébés phoques, qui portent chacun un nom de fleuve et qui avaient été retrouvés échoués pendant l'été, ont été nourris et soignés pendant des semaines. Maintenant, ils ont atteint le poids de 35 kilos, leur passeport pour la liberté. Chaque phoque est muni d'un petit disque d'une couleur différente collé sur la tête. Grâce à cette marque, ils pourront être identifiés à coup sûr lors de leur observation future. Et de loin, rester sous la protection des hommes. Mission accomplie, oui. Je suis super contente. Je suis plus contente pour Neil que pour moi. Moi, je suis là, j'ai aidé un tout petit peu, mais là, il est reparti et je suis hyper contente.